Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne à bord de ce Cessna 172 G1000 cette fois-ci. Nous sommes à l'aéroport de Quimper et je vais vous proposer un vol VFR-IFR à destination de Ouessant. Avant ça, je voudrais juste vous faire une petite parenthèse en ce qui concerne la différence entre le vol VFR et IFR. Alors vous allez me dire, oui, le vol VFR on vole à vue et le vol IFR on vole aux instruments. Vous avez raison, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça implique vraiment? Eh bien, le vol VFR, donc nous volons à vue, donc pour ça il nous faut absolument de la visibilité. Donc ce qui va déterminer le vol VFR, ça va être la météo. Trois conditions: le plafond nuageux ne doit pas être trop bas ni trop épais. Donc là on voit que pour aujourd'hui il y a des nuages, mais ça va bien se passer, on ne sera pas embêté par le plafond. Donc ça c'est une première chose. Parce que oui, effectivement, si le plafond est trop bas, vous décollez de la piste et même pas rendu à 500 pieds, vous vous retrouvez dans la purée de poids. Si en plus il y a de l'épaisseur, avant de pouvoir vous retrouver au-dessus, et même si vous êtes au-dessus, vous ne verriez rien en dessous. Donc dans des conditions comme ça, il est interdit de prendre l'avion, enfin de faire le vol. Donc voilà pour le plafond. Ensuite, eh bien, on a la visibilité horizontale. Vous voyez ici au premier plan, on voit la bande de roulage du taxiway ici, la pelouse, les arbres au fond. Bon, il est évident que si vous ne voyez même pas la pelouse ou même les arbres qui sont au fond ici, eh bien là c'est pareil, on ne peut pas voler, c'est interdit. La visibilité devant soi minimale autorisée pour pouvoir voler est de 5000 mètres, soit 5 km. Vous verrez que même ça, le jour où vous montez dans un petit avion comme ça, vous verrez que même 5 km, c'est très peu, hein. C'est très très peu. Et enfin, dernier élément déterminant, c'est le vent. S'il y a trop de vent, nous on a un petit avion, un Cessna 172, qui vole pas très vite, qui est assez fragile au niveau des vents violents. Donc au-delà d'une certaine vitesse de vent, rafale ou cisaillement, eh bien ça devient dangereux pour l'avion, donc dangereux pour nous également, donc interdiction de voler. Voilà, donc les vols IFR, alors après les avions de ligne, ils ont des facilités par rapport au vent, hein, et certaines conditions météo, mais on pourrait très bien faire un vol IFR avec un petit avion comme celui-ci. Donc hormis la visibilité, le vent restera quand même déterminant pour savoir si on peut voler ou pas, ne pas dépasser les limites structurelles de l'avion. Voilà, donc le vol VFR, on est soumis à une certaine façon de voler également. Vous voyez par exemple pour quitter un aéroport, comme on l'avait vu la dernière fois, on doit suivre des points qui servent aussi de points d'entrée. C'est-à-dire qu'on s'en va de l'aéroport, on doit rejoindre un de ces points suivant la direction où on veut aller. On arrive sur un aéroport, c'est pareil, il faut passer par un de ces points en fonction du secteur par lequel on arrive. Petite précision dont je ne vous avais pas parlé la dernière fois, ça c'est ce qu'on appelle des points de report visuel, et il y a forcément quelque chose en dessous de remarquable, hein, pour pouvoir se diriger. Ça peut être une gare ferroviaire, ça peut être un lac, ça peut être un gros échangeur autoroutier, ça peut être une ville comme c'est le cas ici, mais une ville un peu isolée, c'est-à-dire qu'autour il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc en prenant ce cap, quand on va décoller, eh bien on va arriver dessus et on va la voir, ça, on peut pas la rater. Après, bon, dans le simulateur, ça peut ne pas être évident parce que c'est pas forcément très bien détaillé en bas. Donc c'est là où est la difficulté de voler en VFR dans X-Plane, c'est que malheureusement, si on met pas les moyens logiciels, c'est-à-dire créer des décors en bas, utiliser ce qu'on appelle des autogènes pour générer du volume dans les bâtiments, eh bien il n'y a pas grand chose en bas, c'est très générique. Voilà, mais enfin vous allez voir qu'on voit quand même un petit quelque chose, il y a une ville qui est représentée, mais c'est succinct. Voilà, donc voilà pour ça. Les avions qui volent en IFR, eux, ils ont des procédures bien particulières que nous on n'a pas le droit de suivre en VFR, et ils ont également leurs propres points. Mais ça, ce ne sont pas forcément des points d'entrée ou de sortie d'aéroport, ça ce sont des points IFR, ce sont des points virtuels, vous voyez, ce ne sont que des coordonnées qui peuvent correspondre aussi à une route. Ça c'est le nom de la route, il se trouve sur cette route.
Et bon, voilà. Donc quand on fait un plan de vol, on rentre tous ces points et ça nous donne une route qu'on peut suivre pour se déplacer. Bon, voilà pour la petite aparté. Il reste quand même une différence notable entre le VFR et l'IFR. C'est que pour pouvoir voler IFR, d'un point de vue réglementaire, il faut être qualifié. Il faut une qualification IFR pour être autorisé à voler sans visibilité et seulement en utilisant les instruments. C'est une qualification qui est lourde et coûteuse et comment dire, qui fait partie du cursus pour la licence professionnelle. Et c'est un des plus gros morceaux de la licence. Voilà, donc nous avec une licence de pilote privé, eh bien voilà les conditions dans lesquelles nous pouvons voler. Par contre, lorsqu'on vole en VFR, nous, dans la vraie vie, notre moyen primaire de navigation, en fait, eh bien c'est ça, version papier. On doit avoir sur nous la carte, une carte papier, hein, carte IGN ou ACI, sur laquelle on va physiquement tracer au crayon notre plan de vol avec les caps, les distances, nos points de report, les temps que l'on va mettre entre chaque point. Alors on ne calculera pas le temps aujourd'hui, on volera par cheminement de toute façon, et une fois qu'on sera rendu dans ce secteur, nous passerons aux instruments avec le GPS. Donc voilà la différence. Par contre, également, on est malgré tout parfaitement autorisé à utiliser nos instruments, enfin surtout ceux-là, GPS et balises, mais juste dans le but d'appuyer notre navigation VFR. Voilà, c'est même recommandé. Mais si on n'a pas les conditions de visibilité, les conditions météo, dès qu'on ne voit plus, on n'est plus autorisé à utiliser les instruments. Voilà, elle est là la grosse différence entre le vol VFR et IFR. Voilà, donc eh bien, on va juste revenir vite fait sur la carte. Je vais vous faire le petit briefing du vol d'aujourd'hui. Donc ça va être un vol assez complet quand même. J'ai décidé d'intégrer pas mal de choses par rapport à ce que j'avais prévu de faire initialement. Nous allons décoller de Quimper. Nous allons utiliser une balise VOR pour rejoindre ce point. C'est-à-dire que là, on va décoller. On va prendre un cap au 240. On va intercepter cette ligne magenta qu'on appelle une radiale. On y reviendra dessus juste après. Donc on va s'aligner sur la radiale et continuer la navigation à vue, hein, malgré tout. On utilise l'instrument mais on vole quand même à vue pour aller rejoindre notre point de sortie. C'est le point Whisky, vous voyez, point Whisky de Quimper. Donc Pouldreuzic, c'est la ville qui est juste en dessous. Une fois que nous serons arrivés là, on prend un capot 300 jusqu'à ce point que j'ai créé moi-même, hein, ça aurait pu être là ou ailleurs. Enfin, je l'ai déterminé de façon à ne pas pénétrer cette zone qui est interdite. Voilà, c'est ce qu'on appelle une zone P. Voilà, c'est celle-ci. La P112, interdiction de pénétrer à l'intérieur, sous peine d'avoir à s'expliquer avec les autorités. Donc une fois arrivé ici, on prend un cap au 340. On va faire la verticale de cette île qui est tout en longueur là. Donc c'est quand même un bon repère pour pas la rater. Et dans ce secteur ici ou juste après, en fait, on va pas suivre ce que j'avais prévu au début, de continuer à vue, mais on va faire ce qu'on appelle une approche GPS. Donc on va continuer grosso modo sur ce cap là et intercepter un point d'approche qui va se situer par ici et on va atterrir directement sur Ouessant dans l'axe de piste et le tout au pilote automatique qu'on va utiliser dès le départ d'ailleurs. Pour ça on va mettre en route l'avion. Donc la mise en route c'est comme d'habitude, la checklist vanne carburant ouverte, compensateur sur take-off, manette des gaz plein réduit, la mixture sur plein pauvre, les volets sont rentrés, tous les écrans sont éteints.
pas de disjoncteurs qui ont sauté. Le frein de parc est appliqué. Les magnétos sont sur off. Tous nos feux et phares sont sur off. Avionique off. Batterie off. Eh bien, on va commencer par allumer la batterie. Donc tout ça, c'est comme d'habitude, hein. Ensuite, les phares. Donc, l'anti-collision, les feux de nav, la pompe à fuel, qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais ça nous fait plaisir. La mixture sur plein riche. On fait un petit tour d'horizon qu'il n'y ait personne. Hop, et on démarre. Magnéto droit, magnéto gauche. Les deux, both en anglais. Et on démarre. Voilà. Donc du coup, nos paramètres moteurs ont disparu des cadrans et se retrouvent maintenant dans l'écran du G1000 ici. Là, le compte-tours. Alors, on va mettre un petit peu de lumière. Hop, voilà. La pompe à fuel, on n'en a plus besoin pour le moment. Les paramètres moteurs sont stabilisés. On met régime 1000 tours et on allume l'alternateur. Voilà, les avioniques. Hop, voilà, donc une fois qu'on allume les avioniques, le deuxième écran ici s'allume et tous nos paramètres moteurs s'en vont sur cet écran. Donc on appelle cet écran un MFD, Multifunction Display, et celui-ci c'est le PFD, Primary Function Display. Voilà. Allez, notre contour, on va se mettre à peu près à 1000 tours, hein, voilà, comme ça suffit. Donc on va préparer l'avion pour la navigation. Donc on va utiliser le pilote automatique. On va utiliser une balise VOR et on va faire une approche GPS à Ouessant. Tout ça, on peut le préparer avant le départ. Dans l'immédiat, on va préparer le GPS. Donc on va faire notre plan de vol que j'avais déjà rentré. Donc tout ce qui est ici en magenta, ici et ici, ça représente tout ce qui est GPS. Voilà, tout ça c'est du GPS. Petite précision quand même sur les instruments. Donc vous voyez tout ce qu'on avait dans la version précédente du Cessna comme cadran, et bien en fait tout est regroupé ici. Là vous avez votre directionnel, le gyroscope directionnel qu'on n'aura plus besoin de recaler sur le compas secours. C'est électrique, donc du coup il n'y a pas besoin d'y toucher, il est calé dès qu'on l'allume. À l'intérieur, on va avoir notre route GPS. Avec ce bouton ici, CDI, Course Deviation Indicator, nous avons à l'intérieur aussi nos balises VOR, donc le VOR 1, le VOR 2. Il n'y a que le récepteur ADF qui nous manquera, et cet avion n'en est pas équipé. C'est pas bien grave, les NDB on les utilise plus vraiment, encore un peu, mais ça tend à disparaître quand même, hein. Voilà. Quoi d'autre? On va rentrer le plan de vol. Pour ce faire, vous voyez ici, alors attendez, ce qu'on va faire, donc sur le deuxième écran, vous avez tous les boutons qui concernent le pilote automatique. D'accord? On voit que là, ils n'y sont pas. Si je pop l'écran, hop, c'est toujours pareil, hein. Non, attendez, hop, voilà, ce sera mieux comme ça. Hop. Voilà. Ça fait apparaître les boutons du pilote automatique, ce qui est quand même assez pratique. Ça, c'est une bonne idée. Comme d'habitude, c'est popable et on peut l'envoyer sur un autre écran. Donc, avec ces petits boutons ici, on va pouvoir entrer un plan de vol. Vous avez également l'équivalent sur le deuxième écran. Ici. Alors,
on rentre le plan de vol donc soit sur un écran, soit sur l'autre. Mais de toute façon, il sera pris en compte sur les deux. Mais quand on va cliquer ici sur Flight Plan, vous voyez, on a l'écran du plan de vol qui s'affiche, mais il n'apparaît pas ici. Donc, pour le faire apparaître, il faut cliquer aussi. Ça ne marche pas forcément en parallèle, mais ça sera pris en compte. On va effacer ce que j'ai fait. Pour ça, on va aller dans Menu. Donc je vous rappelle, pour arriver ici, on a cliqué sur FPL pour Flight Plan. Là, je vais cliquer sur Menu. Et on va aller sur Delete Flight Plan. Donc avec la grande couronne, vous voyez, vous avez une petite couronne ici, un petit bouton, et là vous en avez un plus gros. Donc avec la grande couronne, on déplace les menus. Vous voyez, voilà. Avec la touche Enter, on valide. Voilà. Nous, on veut aller à Ouessant. Donc dans un premier temps, on va juste faire tirer une ligne droite comme on le ferait sur Mac 7. LFRQ, LFEC pour Ouessant. Pour changer de ligne avec la grande couronne, hop, voilà. Et avec la petite couronne, on change les lettres. La grande couronne, on change de ligne. LF, E, C. Voilà, c'est rentré. Est-ce qu'on veut accepter? Oui, donc on réappuie encore une fois sur Entrée. Voilà. Je vous ai dit qu'on allait faire une approche GPS. Alors, si on clique sur Flight Plan, on va rester comme ça alors. En cliquant ici au milieu du bouton Range, cliquez une fois. Et lorsque vous vous déplacez, vous voyez, alors attendez, non ça marche pas. Ah, il faut avoir la vue... Ouais, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai plus tard. On peut déplacer la carte dans l'écran pour voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est pas très pratique, mais normalement... Oui, voilà, vous voyez. Et quand on est en mode Flight Plan, ça ne fonctionne pas. On va quand même essayer d'aller jeter un œil. Dézoomons un peu. Non, on verra pas. Bon, c'est pas grave, on va rentrer la procédure. Donc nous étions sur cet écran. Pour entrer une procédure, ce qui nous intéresse ici, c'est l'approche sur Ouessant. Donc on a un départ, on a une arrivée. On va aller sur procédure. Ici, proc pour procédure. On veut sélectionner une approche. Ça, ce sont d'autres procédures qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. En ce qui concerne la procédure de départ, nous allons voler à vue, donc il n'y en aura pas. La procédure d'arrivée, on va s'en passer, ce serait une zone encore plus loin que Ouessant, mais qui n'y en a pas de toute façon sur un petit terrain comme ça. Il n'y a qu'une approche de disponible, donc nous c'est ce qu'on veut de toute façon. On va faire Enter. Voilà, donc on voit qu'on a une procédure d'approche GPS sur la piste 05, une autre sur la piste 23, et on a même une procédure NDB. Sur l'île, à côté de l'aéroport, il y a une balise NDB. Bon, nous on sait que de toute façon, on ne peut pas s'en servir, et ce qui est intéressant de nos jours maintenant, c'est plus les approches GPS. On pourra s'amuser aussi à faire des approches VOR, et des ILS bien sûr aussi, hein, notamment. Mais là, il n'y a pas d'ILS disponible sur ce terrain. Donc l'ILS, c'est procédure aux instruments d'approche, Instrument Landing System. Dans mon scénario que j'ai prévu, moi j'ai prévu la piste 23, donc on sélectionne la 23, Enter. Vector, ça ce serait, alors pour le simuler, c'est pas évident, ça se fait avec le contrôle, hein, il nous donne des informations pour arriver directement par guidage radar sur l'axe de piste. Nous, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous, on va arriver par ce point. Vous voyez notre fameuse île ici, en forme de tout allongé. Donc nous, on va faire la verticale et ensuite, nous prendrons un cap au GPS. Je vous montrerai comment. Pour venir intégrer directement ce point.
et ensuite nous ferons la procédure. Donc, vous voyez la liste de points qu'il nous propose ici. Alors on a Echo Charlie 401. Il y en a un autre ici qui est là qu'on ne voit pas sur la carte, hein, mais que si, vous pourrez le voir. Non, il faut que je le sélectionne. Bon, c'est dommage. Bon, on regardera la carte d'approche, je vous montrerai. Donc nous, on veut... Alors, qu'est-ce qui me fait... il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Alors, c'est EC 406. Voilà. Ouais, c'est bizarre. Je m'attendais à ce qu'il nous le montre avant qu'on le sélectionne. Donc en fait, notre premier point d'approche, c'est celui-ci. C'est pas celui-là, comme je vous ai dit, parce qu'il n'apparaissait pas. Voilà. Vous voyez qu'il y a un autre écran qui apparaît, avec tout un tas d'informations. Hein. Là, je pourrais pas trop vous expliquer celui-ci, à quoi ça correspond. Donc c'est bien pour la piste 23. On entrera bien par le point Echo Charlie 406. Ce sera bien l'aéroport de Ouessant, enfin aérodrome hein, pour le coup. Les minimums, on s'en occupera plus tard. Je vous dirai. Et ensuite, donc vous voyez, quand on tourne la grosse couronne, ça nous amène directement ici. Et là, il nous demande si on veut la loader ou l'activer. Si on l'active, il va vouloir qu'on aille tout de suite depuis le parking, nous tirer une ligne droite jusqu'à Echo Charlie 406. Alors c'est pas réellement ce qu'on veut, nous on l'activera qu'une fois dans ce secteur. Donc on va juste la charger. Enter. Voilà, vous voyez, il nous conserve quand même la ligne droite puisque c'est notre plan de vol initial, d'après le GPS, cette branche ici. Et ensuite, nous avons l'approche. Quand on va arriver donc sur notre île, on sera quelque part ici, entre les deux. À ce moment-là, on ira chercher le bouton procédure ici, et on activera l'approche. Et depuis notre position, il nous guidera directement sur Echo Charlie 406 pour entamer notre procédure. Voilà. On va voler, on va partir de Ouessant, on va aller chercher 2500 pieds. Je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, on montera un petit peu plus tard à 3000 pieds. Mais sur notre point ici, Echo Charlie 406, nous avons une contrainte d'altitude qui aurait dû être représentée exactement comme celle-ci, en blanc avec deux traits, parce qu'ici on a une contrainte. Donc les contraintes, on peut avoir trois types de contraintes différentes. Je vous montrerai sur la carte. Donc il faudra que sur ce point, nous soyons absolument à 1700 pieds. Voilà. Je vais fermer. Voilà. Je vous ai dit également qu'on allait utiliser une balise VOR. Pour rejoindre notre premier point de navigation. Alors, donc ce trait magenta, c'est ce qu'on appelle une radiale. Donc là, entre le centre du VOR et notre point, avec la souris, comme ça, tout simplement, hein, on tire une radiale. Donc vous voyez, on peut faire tout le tour. On peut en afficher autant qu'on veut, enfin autant qu'on veut, jusqu'à 360. Donc 360 degrés. Je vais vous montrer la carte d'X-Plane. Vous voyez, ça c'est la représentation d'une balise VOR. Donc il y a une rose des caps. On représente ici une radiale. Vous voyez, on représente toujours une radiale. C'est la radiale 360 hein, qui correspond à 0. Donc nous on a vu qu'il fallait aller chercher la radiale ici, 269, pour aller rejoindre notre point de sortie. Donc c'est ce qu'on va faire. Une balise VOR, elle peut être accouplée, c'est pas toujours le cas, mais elle peut être accouplée à une autre balise qu'on appelle une balise DME, pour Distance Measuring Equipment. En plus de pouvoir nous diriger,
Eh bien cette balise va pouvoir nous donner une distance à condition d'avoir dans notre avion un récepteur DME. Donc grâce à ce récepteur, on va pouvoir savoir à quelle distance exactement on se trouve du VOR. Et ça peut être très intéressant. Pour valider les points qu'on a sélectionnés lorsqu'on longe une radiale, comme on a fait ici, voilà, on sait que on doit être au-dessus de notre point à 7 nautiques milles du VOR de Quimper. Alors 1000, c'est pas 1000 le nombre, ce sont des miles, c'est une unité de mesure anglaise, hein, si je dis pas de bêtises, c'est pas spécialement réservé aux Américains, je crois que c'est anglais à la base. Voilà, et 1 nautique mille est égal à 1,852 km. Donc vous pouvez multiplier par 2, ça fait 14 km, vous retranchez à peu près 10%, ça va faire aux alentours des 12 km, quelque chose comme ça. Un peu de choses près pour vous donner une fourchette. Voilà. Donc, pour utiliser le VOR. Le VOR fonctionne avec une fréquence, exactement comme une radio. Hein. Hop, je vais fermer la carte. Voilà. Donc lui, il émet une fréquence. Nous, dans notre avion, on a les appareils qui nous permettent de capter cette fréquence. Je vais dérégler la fréquence. Voilà. Pour régler la fréquence d'une balise VOR, on va utiliser le GPS. Donc vous voyez, d'un côté, vous avez les fréquences de radio-navigation, et de l'autre, vous avez les fréquences de radio-communication. Vous avez une fréquence ici, ou ici, encadrée bleu, dite stand-by, c'est-à-dire que vous pouvez préparer une fréquence et l'activer avec ce bouton quand vous en avez besoin. Alors, les fréquences VOR, où c'est qu'on les trouve? Deux solutions. Dans la réalité, on va utiliser des cartes. Donc voilà la carte VFR de l'aéroport de Quimper. Et la balise VOR est représentée ici. Québec Papa Roméo, pour l'identifier, c'est son nom. Et ici, vous avez la fréquence 117.8. Voilà, donc quand vous avez ça, on peut rentrer la fréquence dans le GPS. On va le faire tout de suite. Donc ici, avec les deux boutons, la grande couronne pour les unités, 117.8, ben voilà, ça y est, on y est. Vous voyez les décimales, hein, on les rentre ici, 117.8, et on l'active ici. Voilà, vous voyez. Le GPS l'a capté, il a capté son signal. Elle est identifiée ici, Québec Papa Roméo. Une fois qu'on a la fréquence, c'est pas le tout d'avoir repéré la fréquence du VOR. Il faut quand même renseigner notre instrument. Il faut lui dire que nous, ce qu'on veut, c'est intercepter la radiale 269. Donc il faut lui dire. Ici, nous sommes en mode GPS. Vous voyez, tout ce qui est magenta, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du GPS. Dans l'immédiat, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut utiliser un VOR. Donc pour basculer des VOR 1, des VOR 2 et du GPS, je crois que je vous l'ai montré au début, on va utiliser ce bouton CDI et on va afficher le VOR 1. Voilà. Et dans cette petite encadrée là, c'est là qu'on va renseigner la radiale que l'on veut intercepter. Donc là en ce moment il est calé sur la radiale 290. Nous on veut intercepter la radiale 269. Là vous avez ce bouton ici, course barreau. Donc la grande couronne c'est pour régler la pression atmosphérique, pour caler notre altimètre, vous voyez, qui est représenté ici. Tout à l'heure je vous avais parlé du directionnel. Donc on a aussi nos moyens de radionavigation intégrés. On a ici la ligne d'horizon, enfin horizon artificiel, notre badin, d'accord, l'altimètre, le variomètre. Donc vous voyez, tous nos instruments sont là. Et on a même l'indicateur de virage, même s'il ne se voit pas très bien. Je vous avais parlé de la bille dans la première vidéo, souvenez-vous. Et bien là, elle est représentée par ce petit trait qui est sous le triangle. Si le petit trait ici s'en va à droite, c'est que le vol n'est pas symétrique, donc on mettra du pied à droite
pour recentrer le petit trait comme si c'était notre bille, inversement pour la gauche. Et pour l'indicateur de virage, c'est pas génial, mais c'est représenté par les deux graduations de chaque côté là ici. Voilà. Donc quand vous mettrez, quand vous entamez un virage, dès que vous serez sur le petit trait, ben, vous ferez vos fameux 180 en 1 minute, 360 en 2 minutes de virage. Voilà. Ouais, c'est pas évident, hein, mais bon. Aujourd'hui, je vole en conditions réelles. Nous allons voler en conditions météo réelles. Donc il faudra régler l'altimètre. Pour ça, je me suis un peu écarté du sujet, mais c'est pas grave, on y reviendra. On va utiliser Avitab, ce petit plugin dont je vous avais parlé la dernière fois. Nous allons taper le code OACI de l'aéroport de Quimper, donc L, F, R, Q, voilà, Lima Foxtrot Romeo Québec, Enter. On actualise, parce que ça peut changer entre temps, voilà. Donc je ne vais pas vous redécoder tout le métard, hein. Nous, tout ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, oui, j'ai quelque chose que j'ai pas anticipé, c'est la piste en service. Ouais, ça j'avoue que j'avais pas anticipé. Bon écoutez, on va faire 100, hein. 5 nœuds, c'est pas bien méchant, on décollera quand même de la piste 28, ça ira. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est le QNH, pression atmosphérique. On va le régler tout de suite. Donc 1026. Vous voyez, avec la grande couronne ici, je fais tourner la monette et vous voyez que l'altitude change, hein. 1024, 1027 et je reviens d'un cran, 1026. Voilà. Donc vous voyez, là, il nous dit 300 pieds. Eh bien, il a raison. Vous voyez, altitude de l'aérodrome, 300 pieds, soit 11 hectopascales. Donc c'est très bien. Donc le VOR, on a la fréquence qui est ici, comme je vous avais dit. Et oui, il faut rentrer la radiale. Donc c'est la radiale 269, on a dit. Voilà. On va fermer ça. Je vais minimiser ça. Et on va reprendre notre carte de Mach 7. Donc la ligne magenta ici, vous voyez, la radiale 269, elle est représentée par cette aiguille. On appelle ça une aiguille. Ici. Ça, c'est le cap que l'on devra suivre une fois établi sur encore que non, je vous dis des bêtises, si c'est ça, hein, c'est ça. Voilà, donc une fois que nous serons établis sur la radiale, on suivra le cap forcément 269 jusqu'à intercepter notre point de sortie. Je pense avoir fait le tour dans l'immédiat. Oui, ben non, pas fait le tour. On va paramétrer le pilote automatique de l'avion qu'on va utiliser en fait tout de suite, enfin après le décollage. Donc, le pilote automatique. Pour ce faire, je vais popper la fenêtre. Voilà. Il faut d'abord commencer par l'armée. Pour ça, on va activer ce bouton ici, FD, pour Flight Director. Voilà. Donc c'est magenta, mais ça n'a rien à voir avec le GPS, hein, c'est la seule exception. Donc ça, en fait, c'est ce qu'il va falloir suivre, les petites moustaches magenta, là, la maquette, c'est ce qu'il va falloir suivre. Maintenant, il faut indiquer à l'avion ce qu'on va vouloir faire. On va décoller, on va vouloir suivre un cap. Donc ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, vous voyez, le mode roll, c'est le mode par défaut. Si on décolle tout droit, sans rien toucher ici, si je décolle tout droit, je monte, j'enclenche le pilote automatique qui se trouve ici.
l'avion il va rester exactement en l'état. C'est-à-dire le même taux de montée. Si mettons je monte à 700 pieds minute, eh bien, il va se caler à 700 pieds minute. Et au niveau du roulis aussi, il va se caler sur le cap, pardon, qu'on a en décollant. Voilà. Et on pourra faire tout ce qu'on veut autour. Ben, lui, il bougera pas, il suivra son truc. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on va vouloir faire. Nous, on va vouloir quand même le diriger avec un cap. Donc, on va le mettre en mode heading. Ici. Voilà. Comme le directionnel, lui, il n'y a plus besoin de le recaler. Eh bien, c'est le heading bug qui se trouve ici qu'on va caler sur l'axe de piste. Donc je vous le fais de mémoire, l'axe de piste, on va décoller de la 28, c'est le cap 275. Pour ce faire, on va utiliser cette molette ici. Et on va aller chercher le cap 275. J'aurais pu aller dans l'autre sens, ça aurait été plus vite. Voilà. Donc quand nous serons alignés sur la piste, le heading bug ici va se retrouver pile en haut. Ensuite, au niveau de la montée, il y a trois modes de montée possibles. Il y a le mode pitch, qui est celui par défaut. D'accord? Lui, ce serait pour monter avec un certain degré de montée. Voilà, vous voyez ici c'est en degrés, 10 degrés, 20 degrés. Donc un Cessna il ne monte pas au-delà des 10 degrés, c'est même plutôt un peu plus faible, 8-9 degrés, c'est très bien. Donc c'est ce qu'on va faire, nous, c'est ce qu'on va choisir aujourd'hui. Pour ça, on va utiliser ces deux boutons. Nose up, nose down. Ben, nose up, oui. Voilà, puisque on veut faire monter le nez de l'avion à environ 8 degrés par là. Voilà. On aurait pu aussi utiliser le mode vertical speed. Donc vertical speed, qu'est-ce que c'est? C'est ce mode ici. D'accord? Donc ça annule le mode précédent, donc la maquette redescend. On va choisir notre taux de montée en pieds par minute. Donc si on veut monter à 700 pieds par minute, c'est ce qu'on peut faire aussi, hein. 700 pieds, même 800 pieds minute. Voilà. Bon, ben on va garder ce mode-là, tiens, on va monter à 800 pieds minute. Normalement, l'avion est largement capable de le faire, sans problème. Voilà. Donc en fait, ça c'est prêt. Par contre, il nous reste encore une chose, c'est l'altitude. Donc je vous ai dit, on va décoller, on va aller chercher dans un premier temps 2500 pieds. Mais ça, on peut le préparer à l'avance. Avec cette molette ici, les 1000, vous voyez, 1000, 2000, 3000, donc nous on veut 2500, et avec la petite couronne au milieu, c'est les centaines. Donc 2500 pieds, voilà. Et là, notre avion, il est prêt. On est prêt à décoller. On va faire le roulage. Tout est prêt, hein. On a nos moyens de radio-navigation, hein, c'est identifié ici. Notre altitude, on a réglé notre altimètre, notre course 269. Oui, ben tout est correct, hein. Il n'y a que le transpondeur à la limite qu'on peut mettre sur stand-by. Voilà. Ah oui, je voulais vous parler aussi. Je vous avais parlé de cette fameuse fonction DME. Donc pour le moment ici sur l'écran, on n'a pas de distance, on ne voit rien. Ça, il faut le faire apparaître. Pour ça, on va cliquer ici sur PFD. Hop, vous voyez, il y a des fonctions qui apparaissent ici. On va cliquer sur DME. Et voilà. Donc on retrouve notre fréquence du VOR de Quimper et la distance en nautique 1000 du VOR par rapport à nous. Voilà. Et ce coup-ci, on est prêt. On va allumer les feux de taxi. Voilà. On va libérer le frein de parc. Voilà. Et c'est parti pour le roulage. Donc la piste 28 se trouve à notre droite. Alors oui, il aurait été préférable de décoller de la 10 parce qu'un vent
du 0,50, ça aurait plus coïncidé, mais bon, c'est trop tard. Moi j'ai fait le scénario comme ça, de toute façon il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça ira. Dans la vraie vie, bien sûr, il faut s'y conformer, hein. Si la piste, on utilise la piste en service qui se rapproche le plus de la direction du vent, bien sûr, hein, pour pouvoir décoller face au vent. Bon, là, dans le cadre de la simulation, pour que tout soit cohérent par rapport à ce que j'ai préparé, c'est-à-dire que j'avais prévu d'utiliser les conditions standards comme la dernière fois, donc c'est pour ça que mon scénario était déjà fait. J'ai changé d'avis au niveau de la météo parce que c'est pas trop mauvais. Mais j'avais pas anticipé le changement de piste. C'est pas bien grave. On va réduire les gaz pour le freinage. Voilà. Donc vous voyez le G1000. Qu'est-ce qu'il nous fait lui encore? Voilà. Il va être coincé dans un trou ou quelque chose comme ça. Hop. Une petite bosse, un caillou, allez savoir. Hop. Le G1000. Voilà, quand on réduit trop les gaz, il nous met une petite alerte. Low vacuum. Vous vous rappelez dans la précédente vidéo, ce dont je vous avais parlé, la pompe à vide, qu'il faut qu'il y ait un minimum de tours minutes, vous voyez, pour que ça soit ouvert. Donc dès que le régime moteur est trop faible, bah, il nous avertit. Bon, c'est un petit peu pénible parce que chaque fois qu'on coupe les gaz, ne serait-ce que pour ralentir, bah, là il disparaît. C'est bien, des fois il reste affiché, on ne sait pas pourquoi, et il faut l'enlever ici au niveau des alertes. Alors moi, je suis rentré sur la piste comme ça, du coup, c'est pas bien. Donc on va allumer les landings, les strobes, le transpondeur. Donc le transpondeur. Ah mais voilà pourquoi il n'était pas en jaune, parce que j'étais pas sur la bonne page. Ici, XPDR, sur Alt. Voilà, et un cran de volet. Donc bien naturellement, il aurait fallu faire ça au point d'attente. Je me suis pas du tout arrêté. Voilà. Et bien c'est parti. Donc comme d'habitude, les gaz. Hop, plein gaz. La puissance est affichée et disponible. On relâche les freins. Du pied à droite pour contrer les effets moteurs. Pas d'alarme. Badin actif. 55 nœuds rotation. Voilà, et le but, eh bien, c'est de suivre le Flight Director, la petite maquette magenta, vous voyez. Donc, et le cap, et l'altitude. Donc au besoin, on compense l'avion, toujours avec le compensateur. On suit le cap. Aux alentours des 800 pieds, je rentrerai les volets, et j'enclencherai le pilote automatique. Voilà, on n'est pas trop mal calé. Je vais essayer d'agrandir un petit peu l'écran. Hop, on monte un petit peu, on va pousser. Voilà, je rentre les volets. Voilà, ça fait tomber l'avion chaque fois. On se cale bien, on compense l'avion. Voilà,
Voilà, là on est stable. Et j'enquille le pilote automatique. Alors je me suis mis un raccourci sur mon manche, hein. Voilà, vous voyez ici est apparu AP, donc le pilote automatique est enclenché. Maintenant, pour diriger l'avion, on va utiliser le heading bug. Donc en faisant tourner cette molette, donc on a dit qu'on voulait aller au 240. Voilà, et vous voyez l'avion, il tourne tout seul et il suit le cap qu'on lui demande. 240. Oh, à quelques degrés près, hein. C'est pas grave, on est toujours à vue quand même. Voilà, quelque part par là-bas, il y a notre ville de Pouldreuzic. Donc vous voyez ici l'aiguille, ça c'est notre route. Donc, si je fais une petite pause, parce qu'après ça va arriver vite, je vais pas avoir le temps de vous expliquer. Allez, je agrandis. Donc nous on vient de décoller, et là on est quelque part par ici. Maintenant je réduis. Vous voyez, donc nous on est dans ce sens-là, et on a bien la radiale qui est sur notre gauche du coup. Donc c'est ça, l'aiguille ici, c'est notre ligne magenta, la radiale. Donc on va arriver avec cet angle, et au fur et à mesure vous allez voir, parce qu'on ne peut pas faire déplacer l'avion vers la ligne, donc c'est plus facile dans le cadran de faire déplacer la ligne vers l'avion, c'est une maquette fixe. Donc pour simuler le déplacement, ben, c'est l'aiguille qui bouge. Voilà. Toujours en montée vers 2500 pieds. Il ne faudra pas oublier bien sûr de réduire les gaz à 2400 tours lorsque nous aurons atteint notre altitude. Donc avec la molette du mode heading, quand l'aiguille va commencer à rentrer, il faudra commencer aussi nous à entamer notre virage. Si on attend que l'aiguille soit parfaitement centrée, bah c'est trop tard, on va largement dépasser, donc il faut anticiper. Donc, suivant la vitesse de l'avion et l'angle avec lequel on arrive sur la radiale, vous voyez, ça y est, elle commence à rentrer, elle bouge, vous voyez. Je vais attendre un petit peu. J'attends encore. Allez, hop. Et je cale mon heading bug sur mon cap. Je corrigerai un petit peu s'il faut, oui il faut. Donc je rouvre un petit peu mon cap. Vous voyez, c'est ici la Pouldreuzic. Donc c'est pas terrible, il faut le savoir, ce n'est qu'une tâche. Voilà, donc ça c'est X-Plane. Hop, voilà. Si on peut décaler, c'est pas grave. Voilà, on va essayer de rattraper. De toute façon, vous voyez, on est à vue, hein. Donc ça, c'est juste pour appuyer la navigation. Dans X-Plane, c'est bien parce que on n'est jamais certain d'avoir le bon point parce que bah, on voit rien. Hein. C'est pas génial quand même. Hein. Donc ça nous permet d'être sûr d'arriver sur le bon point. Voilà pourquoi j'ai tenu à utiliser quand même la balise OR. Et puis de toute façon, on y sera amené hein, dans tous les cas. Et grâce à la distance, vous voyez, là on est à 5 nautiques. On sait que arrivé à 7 nautiques, on sera à la verticale et c'est assez précis, vous allez voir. Et on pourra prendre... on pourra prendre notre prochain cap pour continuer notre navigation. Vous voyez, quand on se rapproche, on ne voit plus. Donc c'est souvent important quand on fait des navigations de prendre un cap qui nous permette de voir notre point ici de ce côté. Bon là on a l'occasion de pouvoir le voir d'assez loin. Mais si on passe en vue extérieure, vous voyez on n'est pas encore trop à la verticale. On y arrive, mais on n'est pas encore pile poil dessus. Là on y est. Hop. Vous voyez on arrive à 7 nautiques. Allez, cap au 300. Voilà. On est arrivé à notre altitude, on va réduire les gaz. Alors moi dans mon casque, j'ai pas le son d'X-Plane n'est vraiment pas très fort, donc je peux pas trop me fier au régime moteur pour anticiper mes altitudes. J'entends à peine. Et on va quand même utiliser notre compte tour
ici pour se caler à 2400 tours comme d'habitude. Hormis le fait que l'avionique soit différente, c'est le même avion, donc les mêmes performances. Il n'y a que le poids qui doit changer parce que c'est pas les mêmes instruments, mais ça change pas grand chose. Voilà, si on garde les mêmes performances dans le cadre de la simulation, c'est pas... Voilà. Alors pourquoi 2500 pieds? Bien, vous voyez, on a une zone ici. C'est une zone de contrôle. On ne doit pas être au-dessus de 2500 pieds. Voilà. C'est-à-dire que si on arrive de l'extérieur, pour rentrer dans cette zone, il faut qu'on fasse un appel à la radio et qu'on demande l'autorisation. Bah, là, on y est déjà parce qu'on en part. Mais pour autant, il ne faudrait pas aller au-dessus. Tout ça, c'est réservé, enfin pas réservé, mais c'est pour les vols IFR, hein, les vols commerciaux, tout ça. Donc on peut y aller, mais il faut demander une autorisation. Voilà, la plupart du temps, on nous la donne, mais s'il y a quelque chose de particulier, un trafic particulier, beaucoup trop d'avions, on pourrait nous dire non, écoutez, là en ce moment, c'est pas trop le moment, non, négatif. Ça peut arriver, hein. Ah oui, je voulais vous montrer aussi autre chose. Donc toujours par rapport à cette contrainte d'altitude, vous voyez, on va arriver sur un bras de mer ici qui correspond à peu près à la limite. Donc dès qu'on aura dépassé ce petit bras de mer, bah, à la limite on peut changer notre altitude après. Donc nous on va monter à 3000 pieds, donc on attendra d'être à peu près dans cette zone pour être bien sûr, et on montera à 3000 pieds. Vous voyez le bras de mer ici, on le voit bien. Ça correspond bien à la carte. Alors autant dans X-Plane les décors au sol sont génériques et peu intéressants, il n'y a pas grand chose pour voir, autant la topographie quand même est très très bien respectée, hein. Le découpement des côtes, les lacs, les fleuves, les bras de mer comme ça, ça par contre c'est assez précis. Et ça on peut s'y fier. Accélérer, après s'être stabilisé. Voilà, 2400 tours. Alors, maintenant, on va étudier un peu notre approche. On va commencer à se préparer. Donc ça, c'est une carte IFR. D'accord, ça c'est pour tout ce qui est procédure IFR. Là, on va considérer qu'on est qualifié, hein, en simulation, tranquille. On a tout ce qu'il faut, on a notre PPL, on a notre qualification IFR. L'avion est certifié aussi pour voler IFR, sans problème. Donc on est autorisé à faire ce vol. Donc le vol VFR IFR, on peut le faire, hein, ça existe, hein, il suffit de déposer le plan de vol, d'avoir tout ce qu'il faut, la qualification de l'avion et tout, et on peut très bien faire ce type de vol dans la réalité. Donc voilà. Nous on va arriver par ici. Donc voilà notre fameuse contrainte d'altitude. Donc vous voyez ce que je vous disais, dans le GPS. Ah, j'ai beaucoup de place pour faire bouger ma fenêtre moi. Non. Non. Non, bon tant pis. On va rester comme ça, on va juste dézoomer un peu. J'aurais bien voulu pourtant déplacer un peu la fenêtre. Voilà, on y arrive. Lorsqu'on avait été ici, là, dans Flight Plan, vous voyez, ici il n'y a pas la contrainte. Normalement, elle aurait dû apparaître comme ici. Parce que si on regarde bien la carte, on l'a, hein. Donc là, il y a une petite erreur, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est pas grave, le tout c'est de le savoir, donc c'est pour ça qu'on a les cartes, hein, parce que ce qui a le plus de valeur, bien sûr, c'est la carte. D'accord? Donc nous, on va arriver ici, au GPS, hein, on va changer de mode de navigation après, au niveau du pilote automatique, et on va suivre une trajectoire GPS après avoir activé l'approche.
on va arriver sur ce point. Donc celui-ci, ce point, c'est ce qu'on appelle un IAF, d'accord, Initial Approach Fixed, donc point d'approche initial, donc c'est le premier de notre procédure. Alors il y en a d'autres, suivant dans le secteur dans lequel on arrive. Il y en a un ici, Echo Charlie 404. Celui-là s'appelle Mater. Ça doit être un point de navigation IFR, celui-là, je pense. Que ça, ce sont vraiment des points propres à la procédure de l'aéroport. Un autre ici. Donc tout ça dépend bien sûr du secteur par lequel nous allons arriver. Lorsqu'on sera calé sur cette branche, on activera le mode approche du pilote automatique et la descente se fera tout seul. Vous voyez que là, on a encore notre contrainte d'altitude à 1700 pieds. Alors attendez, je crois qu'on va bientôt arriver sur notre point suivant. Je vais minimiser ça. Donc vous voyez, là on est au pilote automatique. Alors on est sur un cap, hein. Là on a peut-être dû subir le vent, mais bon, il est pas énorme. Hein. Voyons où c'est qu'on est là. Oui, voilà, c'est ça, j'avais sélectionné ce point, mais vous voyez, on y est. Hein. Faut pas, voilà. On va pas chipoter non plus. On est très bien. Et là, je vais prendre notre nouveau cap. Donc, de mémoire, c'est un cap au 340. Donc là, on prend notre petite molette et on va faire virer notre heading bug au cap 340. Voilà. Alors bien sûr, quand on vole et qu'il y a du vent, il faut prévoir la dérive et ajuster le cap en conséquence. Donc, je vous expliquerai peut-être plus tard comment on calcule tout ça, les dérives par rapport au vent. Idem pour la vitesse. Quand on calcule les temps de vol entre deux points, il faut ajouter ou soustraire la vitesse du vent, le prendre en compte pour calculer en combien de temps on va faire une navigation sur notre branche entre deux points. Dit qu'on monterait à 3000 pieds, ben on va le faire, hein. Ça ne sert plus à grand chose. Donc je règle l'altitude ici, 3000 pieds, hop, 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 voilà, d'accord. On va engager le mode ici vertical speed et on va monter à 800 pieds minute. Voilà, et maintenant on met plein gaz. Voilà. Le régime moteur augmente et on va l'escaler à 3000 pieds. Quand il va arriver à 3000 pieds, il se stabilise tout seul. Il faudra juste penser à réduire les gaz. Vous voyez, hop, là c'est notre altitude. Voilà, ça y est, il anticipe. Il descend gentiment et nous on peut réduire nos gaz à 2400 tours. Il faudra ajuster un peu après. Voilà. Voilà, 2400 tours pour être précis. Alors, on va commencer à préparer notre avion pour suivre notre trajectoire GPS. Pour ça, donc on va arrêter de monitorer, parce que là c'est que du monitoring. On est en mode heading, donc tout ça n'a plus de valeur. De toute façon, on ne suit plus aucune radiale. On a quand même gardé la fréquence du VOR active, quand en cas de problème, on peut faire demi-tour en suivant la direction du VOR. Donc là, hop, on va passer en mode GPS, CDI, VOR 2, oui, parce qu'on a deux VOR, donc on a le VOR 1, le VOR 2. Et là, on vient en GPS. Donc ici, ça c'est la route qu'on avait sélectionnée au départ entre Quimper et Ouessant. Donc la grande ligne droite entre les deux aéroports. On voit de toute façon qu'on retrouve cette route, on s'y dirige. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut aller intercepter le premier point d'approche.
sais pas si on voit... Oh là, on voit très très mal, mais elle est là, notre île. Notre petite île, là, tout en longueur, qu'on voulait, c'est celle-ci. Voilà. Ouais, ce qu'on va faire pour gagner du temps, on va l'activer, l'approche. On va agrandir cet écran, voir un petit peu où on est. Voilà, donc on va arriver sur l'île. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est ça. On va activer l'approche dès maintenant, comme ça on sera tranquille. Et on va aller directement rejoindre ce point. Pour ça, on va aller cliquer ici sur le bouton Proc, procédure, comme tout à l'heure. On aurait pu faire la même chose ici, c'est pareil. Juste que la fenêtre est plus petite, c'est tout. Donc, procédure. Activer l'approche, donc avec la grande couronne. On va dessus. Oui, parce que si on ne fait pas ça, l'avion, lui, ce qu'il va vouloir faire, si on active le mode GPS, c'est aller directement suivre sa grande ligne droite là. Donc ça nous apportera rien, on fera juste la verticale terrain, c'est tout. Après, il faudra se poser à vue. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut voir, c'est les approches. Et là, on active en cliquant sur Enter. Voilà, vous voyez, tout de suite. Et là, il y a un petit rond là. Je ne crois pas avoir déjà vu ça. Je pense que, comment dire, c'est ce qu'on appelle le top of descent. C'est-à-dire que c'est à partir de ce point-là, je pense, où dernier carat, il faudra entamer la descente vers les 1700 pieds. Je suppose. Je me souviens pas avoir vu ça sur le G1000. Je pense que ça doit être, enfin de X-Plane en tout cas. Je pense que ça doit être dû à une mise à jour. Je me rappelle pas avoir vu ça. En tout cas, ça me dit rien. On va fermer, on va regarder un petit peu ce qui se passe dehors. Donc là on a activé l'approche, d'accord, mais pour autant il ne se passe rien, on ne la suit pas. C'est normal parce qu'on est toujours en mode heading. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce mode pour se caler sur la route. Donc on va essayer de virer pour s'établir bien comme il faut sur notre route. Et ensuite, on validera le mode navigation GPS. Là, je vais rester en heading pour le moment, juste pour vous montrer que, vous voyez, là, on est en VOR. Si j'arme, je vais agrandir, si j'arme le mode nav, il va suivre la radiale, il va utiliser le VOR. Si je suis, alors, identique, bien sûr, pour le VOR 2, et si je suis en GPS, en amorçant le mode nav, il suivra le GPS. Hop, du coup, je me suis redécalé. C'est pas grave, hein. Si j'enquille le mode nav tout de suite maintenant, crac, voilà, il va aller tout seul s'établir sur sa trajectoire. Et en recliquant sur procédure, on ferme la fenêtre. Vous voyez là, il nous indique 1700 pieds. Ben, il le sait. Il sait que on a une contrainte d'altitude, il la connaît. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Voilà, flight plan. Et là on voit dans ce petit encadré ici, eh bien, il nous prépare notre descente. Vous voyez, time to top of descent. Donc ce que je vous disais, je pense que c'est ça le petit point qu'on voit ici. Ça doit correspondre au top of descent. Voilà. Donc, je sais par expérience qu'il va anticiper, il va nous proposer de descendre avant. Mais à mon avis, une fois qu'on sera arrivé sur ce point, c'est dernier carat pour descendre à 500 pieds minute. Donc, il nous calcule une descente à 2,5 degrés, soit 500 pieds par minute. Et il nous dit que la descente débutera dans 5 minutes 30. Donc ça, c'est bien de pouvoir monitorer ça. Vous voyez, 1700 pieds à Echo Charlie 406, puis c'est tout. Et il nous donne des indications. Donc là, ça représente notre position. C'est l'avion.
et il nous dit qu'on fait un direct sur Echo Charlie 406, que nous sommes à une distance actuellement de 14 nautiques 6 maintenant de ce point, sur un cap au 344 degrés. Voilà, toutes ces informations-là. Ici, au niveau des communications dans la vraie vie, on aurait pu au moins rentrer la fréquence 121.5, qui est la fréquence d'urgence. S'il y a quelqu'un est en détresse ou quoi, on entendra tout ça, on peut l'activer. Voilà. Comme on a deux radios, on peut écouter l'une, on peut écouter une fréquence pardon, sur une radio et communiquer sur une autre. Bon, de toute façon, personne ne répondra, personne ne parlera. On est des pauvres malheureux. Voilà, vous voyez, on arrive sur notre île ici. Voilà, et on peut la voir en bas de notre côté. Oui, c'est le petit bout qui dépasse ici, c'est celui-là. On passe en extérieur. Ouais, on est un peu à gauche. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave, puis de toute façon on a activé l'approche bien avant. Mais vous voyez, à peu de choses près, on est dessus. Tout va bien. 11 nautiques. Donc ici vous allez voir, il va apparaître un petit triangle qui va se loger à peu près par là, aux 500 pieds minutes. Bah, c'est pour nous dire qu'il faudra descendre 500 pieds minutes dès lors qu'il nous aura affiché ça, pour qu'on soit sûr d'arriver à 1700 pieds sur Echo Charlie. Donc lui il ne le fait pas pour nous, mais il nous l'indique, à nous de suivre. C'est quand même très bien fait comme système. Et c'est vraiment copier la réalité, hein. Le vrai Garmin G1000, il fait tout ça. Hein. Par rapport au vrai, toutes les fonctions ne sont pas simulées, mais tout ce qu'on peut utiliser dans le simulateur, ce sont des fonctions réelles. C'est vraiment le vrai GPS. Hein. C'est très agréable de pouvoir voler comme ça avec quelque chose qui existe dans la vraie vie. Moi je trouve ça super. On aurait pu éteindre les lumières, j'avais oublié hein, les landings, de toute façon il faudra les rallumer dans pas longtemps. Les phares, pardon. Lorsqu'on va intercepter l'approche, ici, on va avoir un petit encadré tout petit là, dans le sens de la longueur qui va s'afficher. Et on aura une petite pinule, un petit point magenta qui va s'afficher, qui correspondra à notre plan de descente. Je m'explique. Vous voyez, on arrive par là, on va arriver sur ce point, et à partir de ce point, on commence la descente. Ici, c'est la même chose, mais vue de profil. Donc, cette branche, c'est celle-ci. D'accord, donc cap 234. Et à partir de là, hop, ben, il faudra descendre. Donc on nous dit que c'est un plan à 3,5 degrés ou 6,1%. Donc lui, il nous calcule tout ça de manière à pouvoir respecter ce plan. Vous voyez là, le petit triangle, ben voilà, ça veut dire que il est temps de commencer à descendre. Donc, pour ce faire, on règle notre nouvelle altitude qu'on aurait pu préparer avant déjà. Mais bon, il n'y a pas d'urgence comme il anticipe bien. Donc 1700 pieds. Voilà, on va passer en mode vertical speed. Donc ici, VS. Hein. Voilà. Et nose down. Et on vient caler notre petite pinule bleue à nous sur le triangle magenta. Voilà, et là on descend à 500 pieds minutes, pardon, à moins 500 pieds minutes, et on réduit nos gaz à 2100 tours, pour pas que l'avion accélère. Voilà, à peu près. Hop, c'est bon. Voilà.
Donc oui, tout à l'heure, que je regarde où on en est. 5 nautiques, ça va arriver vite quand même, hein. Alors, je vais mettre le simulateur en pause, allez, parce que sinon ça va pas le faire. Ici, flight plan. Alors non, maintenant c'est trop tard du coup, mais hop, on va pouvoir le retrouver. Je vous avais parlé tout à l'heure des minima. Quand on a rentré notre plan de vol, on s'en est pas occupé, c'était sur off. Donc on va pouvoir les rentrer ici, les minimums, vous savez. Donc grande couronne, là on va mettre on. Hop, et avec la grande couronne, on va se mettre ici. La fonction qu'il y avait quand on a rentré notre plan de vol tout à l'heure, c'est pour ça. Nous, on va faire une approche dite LPV. Je vous en reparlerai plus en détail. C'est une approche GPS de précision. Nous, on va descendre ici. D'accord? Donc nous, on vole aux instruments. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien n'avoir aucune visibilité. Donc je vous rappelle, on considère qu'on est qualifié IFR. Donc on a le droit de voler une approche comme ça sans visibilité. Sauf qu'à un moment, quand même, il faut bien qu'on voit la piste. Parce que si on ne voit pas la piste, on ne peut pas se poser sans y voir non plus. On peut faire toute la procédure sans visibilité, mais il faut bien qu'à un moment, on se rapproche du sol, il faut voir, il faut absolument une référence visuelle. On a une contrainte par rapport à cette visibilité qui est affichée au bas de ce tableau. En fonction du type d'approche que l'on veut réaliser, nous, notre avion, il est équipé pour faire ce type d'approche-là, qui est une approche de précision, LPV, d'accord? Il existe aussi des approches LNAV, ça, on s'en occupe pas. LNAV, ça veut dire que le GPS ne nous permet pas de faire la descente. Le GPS va nous guider uniquement sur un plan latéral, à droite ou à gauche, mais le pilote automatique ne prend pas en charge le plan de descente et ne nous fera pas descendre. Ce sera à nous de le faire. Par rapport à ça, eh bien, on va avoir des minima qui seront plus importants que ceux-là. Et ces minima correspondent à une référence. Lorsqu'on va descendre, donc pour nous ce sera la LPV, quand on va arriver ici à 440 pieds, si on ne voit pas la piste, il faut faire ce qu'on appelle une remise de gaz. Il faut repartir. On ne se dit pas, toi je continue à descendre, peut-être que à quelques pieds près je peux voir la piste. Non, il ne faut pas le faire, c'est formellement interdit. Donc ça c'est une DA, Decision Altitude, c'est-à-dire que quand vous arrivez à cette altitude de décision, si vous ne voyez pas la piste, vous remettez les gaz aussitôt et vous suivez cette procédure. Hop, voilà. Donc là, on arrive là. Ah non, on voit pas. Allez, hop, remise de gaz. Chut, on repart. On fera ça dans d'autres vidéos. Les procédures. Là, je vous explique juste comment ça se passe. On va revenir ici. On va intégrer ce circuit d'attente. On fera une fois qu'on sera là, il faut faire un tour complet après. Hein. Donc un tour et demi quasiment. Et on peut repartir de nouveau pour essayer de shooter une nouvelle approche en espérant que le plafond se soit dégagé pour pouvoir atterrir. Voilà. Donc l'idée c'est ça, hein, les minima c'est ça. Comme celle-ci c'est une approche de précision, le signal est très précis pour nos guidés, donc on peut descendre assez bas. Que cette approche-là c'est moins précis. Donc on ne peut pas se permettre de descendre plus bas du coup que cette hauteur qu'il faut en plus majorer, mais ça c'est encore autre chose. Voilà, et puis la MVL Circling, ça c'est pour le manœuvre à vue. C'est-à-dire que la manœuvre à vue, on arrive là, donc il faut déjà la visibilité, ça c'est évident. Mais si par rapport au vent qu'on avait prévu ça va pas et que il faudrait plutôt se poser de l'autre côté, il y a des procédures prévues pour pouvoir faire un circuit de piste et venir se poser librement sur l'autre piste. Voilà, c'est ça la MVL. C'est manœuvre à vue libre. Voilà. Et là aussi, il y a des minima qui correspondent. Bon, vous voyez que c'est pas tant éloigné que ça. Et la MDA c'est minimum descent altitude. C'est que on peut éventuellement faire un petit palier. C'est-à-dire que si on n'a pas la visibilité arriver à cette altitude, on peut faire un petit palier comme ça, en attendant de voir un peu ce qui se passe. Si on voit la piste, c'est bon, on peut redescendre. Si on la voit toujours pas, hop, remise de gaz. Bon, voilà pour l'histoire. On aura l'occasion de revoir tout ça. Hein.
c'est pas un souci, c'est juste pour information, pour dégrossir un petit peu. Et on remet notre simulateur en vol. Donc les minima, on a vu que c'était 440, donc on va les rentrer ici. 440, voilà. Et on valide. Enter. On peut fermer la fenêtre. Et vous voyez, ça s'affiche ici. Barreau minimum. Donc c'est barométrique, hein, du coup. On se rapproche quand même pas mal de Wesson. Ce que je vais juste faire, hop, je suis obligé d'aller ici dans personnaliser pour checker la pression atmosphérique qui n'a pas bougé, on est toujours à 1026, d'accord. Et oui, parce qu'on décolle d'un terrain avec une certaine pression, quand on arrive sur le suivant, si c'est un peu éloigné, c'est pas dit que la pression coïncide, donc il faut recaler l'altimètre avant d'entamer la procédure. Là, elle n'a pas bougé, ça va. Donc du coup, je vais voir au travers du simulateur parce que à Ouessant, vous n'aurez pas d'informations. Si on utilise Avitab comme on l'a fait tout à l'heure, je sais pas si voilà, ben, vous pouvez taper le code OSI de Ouessant, vous n'aurez pas de métard, vous n'aurez pas d'informations météo. Voilà. Donc dans la vraie vie, soit la TIS, l'agent qui travaille sur place, qui n'est pas un contrôleur, hein, mais qui nous donnera des informations. Éventuellement, lui, il peut nous donner, je pense, la pression atmosphérique. Sinon, il faut contacter par radio l'approche la plus proche de notre secteur pour nous donner ces informations-là. Enfin, je suppose. Voilà. Mais l'agent qui travaille sur place, normalement, lui, il doit avoir ces infos-là. Il doit nous les donner. Il doit pouvoir nous les donner. Donc nous sommes toujours en descente. Voilà, on va intercepter bientôt notre altitude de contrainte. Nous sommes à 1,9 nautique de Echo Charlie 406. Hop, vous voyez, si vous ne voyez plus, vous cliquez au milieu, ça centre la carte sur notre position. Voilà, on va entamer bientôt notre virage. Là, je l'entends ralentir. Ce coup-ci, je l'ai entendu. Donc, on va remettre un petit peu de gaz, mais pas guère plus, parce que c'est plus la peine d'accélérer maintenant. On va attaquer la procédure. Donc, je vais me recaler à 2100 tours. Voilà, on va allumer les phares, donc les landing lights, les taxi lights, et la fuel pump, on va attendre un petit peu. Toujours pareil, c'est pas une obligation la fuel pump sur ce type d'appareil. Voilà, ça c'est ce que je vous parlais, ce qu'on appelle le glide path, c'est notre plan de descente virtuel en fait. Voilà, donc là c'est pas un ILS hein, qui nous donne cette information, ce sont les satellites, les GPS par coordonnées. Donc on simule quand même l'instrument, pardon, je vais y arriver, nous simule un plan de descente quand même que l'on peut suivre. Donc ça c'est ce qu'on appelle un glide path. Et sur un ILS, on appellerait ça un glide slope. Donc là, 2 nautiques de notre point final. Je vais remettre le mode approche. Vous voyez ici, APR pour approche. Hop. Crac, vous voyez ici. Glide path plus V pour nous indiquer qu'on aura bien un guidage vertical. Lorsque nous aurons intercepté le glide, on va voir apparaître ici un petit point magenta qui va descendre au fur et à mesure et qui correspond bien à notre plan de descente, c'est-à-dire, voilà, donc lui il continue comme ça. Donc quand on arrive là, ben oui, pour le moment on est trop bas, donc le petit point rose il est tout en haut, et plus on va se rapprocher, et plus il va descendre, parce que nous sommes en rapprochement. Vous voyez, il est ici.
Voilà, ça y est, il l'a intercepté, il nous fait descendre. Donc là, on va pouvoir réduire les gaz. Pour se remettre à 2100 tours. On est encore un peu loin de la piste, donc on a le temps. Hop, on va réduire. Bon, on va même réduire, oui, on va réduire, aller à 1700 tours. Vous voyez, on perd de la vitesse. Donc là, on va pouvoir allumer la fuel pump. J'ai mes petits raccourcis, hein, toujours, sur mes joysticks. Hop, voilà, on va mettre 700 tours. Qu'on perd de la vitesse gentiment. Vous voyez là, la bille, il y a du vent. Hein. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup, mais il doit y avoir des petites turbulences ou un petit peu de cisaillement. Donc bon, on est au pilote automatique, lui il fait en sorte de rester dans les clous, donc même si ça bouge, il rattrape tout ça. Donc je vais réduire, parce que là il va falloir sortir les volets quand même. Je réduis tout. Voilà, allez, je sors un cran de volet. Il va vouloir remonter, donc on va pousser un petit peu sur le manche. Voilà, et là je vais tout sortir. On sort tout. Hop, ça nous fait ralentir, donc il faut remettre du gaz et on va essayer de maintenir 70 nœuds comme précédemment. Donc, vous voyez, les volets nous ont fait remonter, mais tout seul, il va aller retourner chercher le plan de descente, vous voyez. Il y a pas mal de turbulences, on dirait, là. Vous allez voir, l'atterrissage, ça va être rock'n'roll. Je synchronise mon cap sur cette partie-là, c'est important de toujours synchroniser le cap. S'il y a un problème, on sera toujours content d'avoir au moins le mode heading pour pouvoir repartir. Donc là, les lumières, rouge et blanche. Que du blanc, on est trop haut. Que du rouge, on est trop bas. Deux blanches, deux rouges, on est bien. Mais là, apparemment, on n'est pas... aussi, il le rattrape, ça va aller. Allez, je vais le prendre en manuel. Je désactive le pilote automatique. Là, avec le vent, on va voir ce qui se passe. Hein. Donc on n'a pas le droit d'atterrir directement devant. Là, il faut aller au niveau des traces noires parce qu'on a un seuil décalé. Donc les petites flèches et le trait plus loin. Hop. Allez. Je réduis tout. Je fais mon palier. Je tire sur le manche, je refuse le sol. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et voilà, on est posé. Allez, je vais pouvoir freiner, faire demi-tour ici. Voilà, il est encore coincé. Un peu pénible cet avion pour ça. Voilà. Oui, il nous met encore le petit message là parce que... Voilà, le petit aéroport de Ouessant. Voilà. Allez, on va se mettre sur la gauche là-bas. Près des barrières, et ce sera très bien. Voilà, allez, on s'arrête là. Régime 1000 tours. On met le frein de parc. Hop. Landing, taxi, strobe, c'est sur off. On aurait dû le faire avant de se parquer. Le transpondeur sur standby. Voilà, XPDR. Donc, sur standby. On rentre tous les volets.
pourquoi il y a encore les... Ah oui, parce que oui, c'est coupé, bien sûr. Les feux de nav, on peut les éteindre également. La fuel pompe, on éteint. Les avioniques, on n'en a plus besoin. Voilà, on va faire notre essai coupure. On réduit les gaz. Allez, on rallume. Régime moteur 1300 tours. Voilà, et on coupe la mixture, étouffoir. Voilà. La clé des magnétos, c'est coupé, on retire la clé et on éteint la batterie et l'alternateur aurait dû être coupé aussi avant les essais moteurs. Voilà, bon, c'était une séance un peu lourde quand même, on a vu beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. N'hésitez pas non plus surtout à partager et à liker si vous avez apprécié. Voilà, mais écoutez, moi le but c'est pas d'avoir 150 millions d'abonnés, mais au moins un petit groupe avec qui comme ça on puisse échanger des choses, surtout pour les débutants bien sûr. Et voilà, j'aimerais juste vous montrer quelque chose, ne bougez pas. Je recherche sur internet, voilà. Je voulais vous présenter le site du SIA. Où aller chercher les cartes. Alors tout ce qui est VFR, vous allez ici dans préparation de vol. Vous descendez et vous allez dans Atlas VAC France. Donc VAC en fait c'est pour Visual Approach Charts. C'est tout ce qui est VFR. Donc toutes les cartes VFR, vous pouvez aller les chercher ici. Aérodrome, d'accord? Aérodrome VAC, voilà. Et là, vous recherchez votre aérodrome ou même votre aéroport. C'est valable aussi pour les aéroports parce que même les gros aéroports ont des procédures de vol à vue, hein, bien sûr. On l'a vu quand on est parti d'Ajaccio, même Quimper si c'est un petit aéroport. Tout ce qui est vol à vue, même les gros aéroports, vous pouvez les trouver ici. Donc vous tapez le code ACI, OACI pardon, de votre aéroport. Donc là c'était Quimper, donc LFRQ, d'accord. Voilà, et vous le trouvez ici, vous faites OK. Et là, il vous sort la carte. Voilà, avec tous les renseignements. Donc ça, c'est pour le tour de piste. Ça, c'est pour l'arrivée. Hein. Lorsque vous arrivez ou vous repartez, vous pouvez utiliser ici pour avoir bien vos points de report visuels. Toutes les consignes particulières concernant l'aéroport en question. Et là, vous avez ça. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez justement ce que je vous disais par rapport au point de report visuel. Mais vous avez dans ce tableau déjà leurs coordonnées, leur position exacte, et ce qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, notre point whisky qui est là, Pouldreuzic. Voilà. Et plus tout un tas d'informations qu'il faut lire, hein, surtout quand vous arrivez sur un terrain. Il faut vraiment connaître le terrain, savoir quelles sont les contraintes particulières à ce terrain. Il ne faut pas arriver comme ça sans savoir ce qui est en bas. Et quelles sont les procédures. Parce que on a vu comment intégrer un tour de piste la dernière fois, mais ils ne sont pas tous comme ça rectangulaires. Dans les coins montagneux, vous pouvez avoir des circuits assez spécifiques hein, pour contourner les montagnes, ou une vallée, ou qu'importe, ça suivant les contraintes. Théoriquement, les tours de piste se font à 1000 pieds sol. C'est pas toujours le cas non plus. D'ailleurs, à Ouessant, c'est 800 pieds pour information. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes. Juste autre chose aussi, si je reprends mon site de Maxset, ça je vous en ai pas parlé, je ne vous l'ai pas montré, mais vous prenez par exemple un terrain, comme Quimper. Vous mettez votre souris dessus, ou vous cliquez. Voilà, vous cliquez. Vous pouvez avoir tout un tas de renseignements. La météo, les métars, donc vous allez voir la pression atmosphérique, les vents, enfin tout ce qui concerne vraiment la météo. Et vous pouvez cliquer sur VAC, et là vous allez avoir les cartes justement. Voilà. Par contre, tout ce qui est à vue, vous n'aurez pas de carte IFR hein, via Maxset, enfin en tout cas pas avec cette fonction-là comme ça. Voilà, donc vous pouvez la télécharger ou l'imprimer. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va retourner sur le site du... Ah ben j'ai tout fermé, bravo. C'est pas grave, on recommence.
Voilà. Et alors, tout ce qui concerne par contre les cartes IFR, c'est vrai que je vous avais mis les liens sur la vidéo la dernière fois. Je vous les remettrai aussi sur celle-ci. C'est un peu compliqué à aller chercher au début, hein. Donc, il faut aller dans cette section, AIP. Là, vous allez dans EAIP France. Donc le E, c'est parce que c'est électronique, hein, c'est le I de email ou des trucs comme ça. Sinon, c'est AIP, hein, la section, voilà. Donc vous allez dans AIP. Et là, vous allez avoir un tableau. Les AIP, sur Navigraph, pardon, on va en parler aussi, c'est ce qu'on appelle les ERAC, hein. Tous les mois, c'est mis à jour. Donc vous en avez de nouvelles, donc ça se retrouve dans ce tableau. Là, vous avez les anciennes, celles qui étaient juste avant celle-ci. Donc vous cliquez sur la date. Voilà, ça vous ouvre cette page. Alors vous avez tout un tas de renseignements, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aérodrome. D'accord? On clique sur aérodrome et là vous avez la liste de tous les aérodromes, enfin pas aérodrome mais aéroport, parce que là oui c'est marqué aérodrome mais c'est aéroport, hein. Vous n'allez pas trouver dans cette section des petits terrains, vous n'aurez rien. Et tout ça c'est la liste des aéroports ou aérodromes un peu gros comme Ouessant, où vous avez des procédures aux instruments. Voilà. Il n'y a que les aérodromes et aéroports possédant des approches aux instruments. Donc nous, on peut aller voir Ouessant. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Donc c'est rangé par ordre alphabétique par nom, hein, pas par le code OSI, par nom d'aéroport. Voilà, voilà Ouessant. Donc là, encore des données. Nous, on veut aller dans carte relative à l'aérodrome. Voilà. Donc, vous avez uniquement les approches. Voilà, c'est tout. Donc, des informations concernant ces approches. Donc, ça va être des tableaux, tout un tas de choses que je ne maîtrise pas particulièrement. Là, dans tous les aéroports, à chaque fois, tout ce que vous allez sélectionner, vous avez ce type de carte qui est assez intéressante, que j'ai utilisé dans la première vidéo. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle les QFU, donc c'est-à-dire les caps magnétiques par rapport au nord des pistes. D'accord? L'altitude du terrain, les coordonnées géographiques, les dates d'édition, les numéros de téléphone et différentes fréquences attribuées à cet aérodrome. Voilà, donc là on vous dit que vous pouvez avoir un agent AFIS. Alors un agent AFIS, en fait, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, vite fait, hein, je ne sais même pas si vous avez fait attention tellement que j'ai survolé ça vite. C'est une personne qui travaille sur l'aérodrome, mais qui n'est pas un contrôleur. Lui ne pourra pas vous imposer une trajectoire ou quoi que ce soit. Lui il va seulement vous donner des informations, notamment sur la météo et sur le trafic. S'il y a des avions autour de vous IFR, lui, il va, ou même d'autres avions VFR, lui, il va vous dire attention, il y a un avion dans le circuit, attention, il y a une approche avec un avion IFR, voilà. Donc lui, il va donner toutes ces informations, à vous d'en tenir compte pour éviter l'accident, hein, tout simplement. Voilà, donc voilà le rôle d'un agent AFIS. Là, il y en a un sur Ouessant, donc du coup, ça en fait un terrain non contrôlé. Si on prend l'exemple d'un autre aéroport, hop, allez, on va se faire plaisir. On va prendre Bordeaux. Carte relative à l'aérodrome. Voilà, mais là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses. Parce qu'il n'y a pas que les approches. Du coup, vous allez avoir les procédures de départ aux instruments, au GPS. Ensuite, vous allez avoir donc les départs, c'est ce qu'on appelle, on verra ça plus tard, c'est ce qu'on appelle des SID, donc Standard Instrument Departure. Ensuite, vous avez de quoi faire les routes, alors ça, ce sera sur d'autres cartes. Vous avez les procédures d'arrivée et les procédures d'approche, et à chaque fois avec les pistes correspondantes et les moyens de navigation correspondants. Donc ça fait des procédures, autant il y a de pistes, autant il y a de procédures, enfin c'est après, voilà, hein, il y en a. Donc ça c'était une petite parenthèse, on aura l'occasion de s'en resservir et d'en parler un peu plus en détail.
La vidéo, ça fait déjà un petit moment. Je vais vous lâcher, hein. Hop, on va fermer tout ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Les prochains vols qu'on fera, ce sera toujours avec du G1000 encore. Je vous montrerai comment on rentre un vrai plan de vol, comment on utilise les procédures justement de seed, de star. Et pour ça, il faudra que vous ayez vos ERAC malheureusement à jour. En tout cas, pour avoir les mêmes choses que moi ou être à jour de la réalité, il faudra malheureusement souscrire à un abonnement à Navigraph pour pouvoir avoir toutes ces informations-là et mettre vos GPS à jour. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si je n'ai pas parlé de quelque chose, n'hésitez pas, postez tout ça sous la vidéo, j'y répondrai. Partagez, abonnez-vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée sur ma chaîne. Au revoir et à bientôt.